Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce soir. La diplomatie militaire et économique à l'agenda du président de la République. Alassane Ouattara a reçu ce lundi à sa résidence la chef de la diplomatie japonaise et le patron du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Au menu, échanges commerciaux et coopération militaire. Dans ce journal, nous irons à Nairobi, au Kenya, où le Premier ministre ivoirien prend part au sommet sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement, IDA 21. En marge de la rencontre, Robert Begré-Mambé a eu un entretien avec le vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et puis, à 48 heures de la célébration de la fête du travail, nous mettons en lumière ce soir la situation des accidentés du travail. On enregistre 7000 accidents professionnels en moyenne chaque année en Côte d'Ivoire. Les victimes broient du noir en raison de l'abandon par leurs employeurs et leur non-déclaration à l'Institution nationale de prévoyance sociale. À suivre l'histoire de quelques victimes dans ce journal. Tout de suite, nous nous rendons à la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, où il a reçu ce lundi la chef de la diplomatie du Japon, Kamikawa Yoko, et le général Michael Langley, patron du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Au menu, les échanges commerciaux et la coopération militaire, comme nous le montre Pierre Dippomelin. Kamikawa Yoko, la ministre des Affaires étrangères du Japon, reçue en audience par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, foule le sol africain, au sud du Sahara, pour la toute première fois, après avoir relevé la qualité des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire depuis 1966, notamment en matière économique. La patronne de la diplomatie japonaise sollicite la Côte d'Ivoire pour l'organisation d'un forum économique consacré au secteur privé. Le Japon considère votre pays qui maintient chaque année un taux de croissance économique élevé et bénéficie d'un environnement des affaires stable et favorable comme une porte d'entrée pour rayonner vers la région francophone de l'Afrique de l'Ouest et continuera à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Plus précisément, la Côte d'Ivoire et le Japon se sont mis d'accord pour co-organiser le Forum économique public-privé Japon-Afrique en décembre prochain. La Côte d'Ivoire regorge une vingtaine d'entreprises japonaises dans les secteurs des infrastructures, l'énergie et l'agriculture. Le président de la République a accepté l'organisation de ce forum économique Japon-Afrique consacré au secteur privé en décembre prochain, après l'expérience réussie de l'organisation de la Cannes. Madame la ministre des Affaires étrangères nous a informé également que la Côte d'Ivoire pourrait abriter, si nous en étions d'accord, ce à quoi nous avons donné notre accord, un forum économique Afrique-Japon du secteur privé en décembre prochain. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est véritablement une place attractive depuis donc, la performance que nous avons eue avec la Cannes. Je voudrais dire que l'échangeur Shizo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise est à 70% terminé. Et nous pensons que l'inauguration pourra se faire dès l'année prochaine. En fin de matinée, c'est le général Michael Langley, commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, qui a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Au menu des échanges, le partenariat en matière de défense et sécurité. Il y a de cela 9 mois, j'étais ici et nous avons eu à parler des questions sécuritaires avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je suis encore revenu, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. C'est la deuxième visite du général Michael Langley en Côte d'Ivoire en moins d'un an, vu l'importance des enjeux sécuritaires dans la sous-région. Je vous propose de prendre à présent la direction de Nairobi, au Kenya, où le Premier ministre ivoirien représente le président Ouattara au sommet sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement, IDA 21. En marge de la rencontre, Robert Begré-Mambé a eu un entretien avec Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les précisions de Pierre Dippomelin et Tanguy Conan. Au Kenya, pour le sommet sur la 21e reconstitution des ressources de l'IDA, l'Association internationale du développement, le Premier ministre Begré-Mambé s'est entretenu avec le vice-président en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la Banque mondiale.
Ousmane Diagana a rappelé le rôle important joué par la Côte d'Ivoire dans le soutien à l'IDA 2021. La présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre d'Abidjan, ça va donner beaucoup de force à la fois à nos efforts, mais également beaucoup de crédibilité à cette démarche. Au-delà de ce point, nous avons fait également le tour de notre partenariat avec la Côte d'Ivoire, qui est un partenariat ancien, un partenariat très fort, un partenariat fécond, mais également la vision de la Côte d'Ivoire et les ambitions de la Côte d'Ivoire. Nous sommes accordés qu'il y a encore nécessité de faire mieux et nous sommes engagés de faire en effet mieux. Je serai en Côte d'Ivoire au début du mois de juin et nous allons continuer les discussions. Pour le vice-président de la Banque mondiale, la présence de la Côte d'Ivoire à travers son Premier ministre va donner encore plus de force aux efforts de mobilisation des ressources de l'IDA. Robert Begré-Mambé, qui représente le président de la République à cette rencontre, a insisté sur la nécessité de consolider les acquis de la Côte d'Ivoire auprès de la Banque mondiale. Nous venons de rencontrer le vice-président en charge de l'Afrique de la Banque qui a donné l'occasion d'articuler nos discussions sur plusieurs points qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire. L'eau, l'électricité, l'agriculture, la santé, l'éducation et tous les mécanismes par lesquels nous allons consolider les acquis de la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit très fort au plan économique et social. L'IDA est un guichet du groupe de la Banque mondiale qui vient en aide aux pays à faible revenu par des dons et des prêts à des conditions avantageuses, notamment des taux concessionnaires et des périodes de remboursement s'étendant sur 30 à 40 ans. Notons que la Banque mondiale soutient la Côte d'Ivoire à travers plusieurs programmes, des programmes qui devraient être renforcés compte tenu des performances et des ambitions du pays. Chaque année, en moyenne, en Côte d'Ivoire, 7000 accidents professionnels sont enregistrés avec des victimes qui broient du noir en raison de l'abandon par leurs employeurs et leur non-déclaration à l'Institution nationale de sécurité sociale. Dans le reportage qui va suivre, nous vous proposons, à 48 heures de la fête du travail, une immersion dans le quotidien de quelques victimes d'accidents du travail qui souffrent dans le silence et l'anonymat. Pourquoi la galère après l'accident professionnel? Que fait la CNPS, le gouvernement? Les réponses dans ce sujet émouvant de Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Yopougon, commune du nord-ouest d'Abidjan, quartier Maroc. Depuis son accident de travail, c'est dans cet immeuble inachevé que cette victime s'est établie. Désormais réduite à la charité pour tout besoin, elle revient sur l'accident de trajet qui l'éloigne depuis belle lurette du milieu professionnel. Je travaillais dans une entreprise de chaussures à la zone industrielle de Yopougon. Je descendais pour venir à la maison et je voulais traverser. J'avais presque fini et puis la voiture m'a pris par derrière. Mon pied là s'est rentré en bas des camions. Puis ça a écrasé mon pied. Ils m'ont envoyé à l'hôpital au CHU de Trèche. Puis ils ont amputé mon pied. Non déclarée à la CNPS, elle bénéficie fort heureusement d'une prise en charge sanitaire. La rééducation en cours aurait été compromise si l'institution ivoirienne de secours social lui avait tourné le dos, comme l'a fait son employeur. Ils ne m'ont même pas déclaré. C'est CNPS qui m'ont pris en charge. Et actuellement, je suis en train de faire la rééducation. C'est l'ambulance qui vient me chercher pour faire la rééducation, mais rien. Comment on fait pour manger? C'est difficile. L'entreprise ne fait rien. Se retrouver livré à son propre sort, cet autre accidenté du travail connaît cette infortune. À la différence de la jeune victime, son accident est survenu au sein de l'entreprise. Je travaille avec des machines qui existaient depuis les années 45, dont aucun système de sécurité n'y répondait. Et malheureusement, le système de sécurité a failli. La charge de la portière est revenue sur ma main. Je me suis levé le matin et là je vois que ma main est bandée et je ne vois pas mes 4 doigts de la main droite et vraiment c'était douloureux. Même calvaire pour cette autre victime d'accident de trajet, heurtée en pleine livraison de colis, hélas, ensuite abandonnée par son employeur. Quand c'est arrivé devant le magasin, juste, c'est là une voiture qui m'a pris par derrière. Mon pied que tu vois là, ici, là, c'est broyé. Même mon genou, là, os, là, tout ça, c'est sorti, même ici. Ces accidentés du travail ont en commun l'abandon de leurs employeurs. Sans l'assistance de la Caisse nationale de prévoyance sociale,
leur situation n'aurait pu être meilleure. Toutes les déclarations qui sont faites sont acceptées par la CNPS. Et ensuite, après des enquêtes, va établir le fait qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, si c'est de maladie qu'il s'agit. Et alors, il va se tourner vers l'entreprise pour pouvoir régulariser la situation. Si dans l'ensemble, ces victimes bénéficient d'une assistance médicale, certains se frottent les mains avec une rente, quand d'autres n'y sont pas éligibles. Si le travailleur a réellement été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il y a une prise en charge. Une prise en charge d'abord en ce qui concerne les indemnités journalières, c'est-à-dire le temps que le travailleur a arrêté de travailler, et bien ce temps-là, il est compensé. Ou bien alors, s'il y a un handicap, alors il lui sera versé une rente qui sera proportionnelle à la perte de capacité de travail. S'il n'y a pas de déclaration à la CNPS, ça veut dire qu'il n'y a pas de saisine de la CNPS. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas le prendre en charge du point de vue des prestations dont j'ai parlé. Réduites désormais à la solidarité, ces victimes tournent le regard vers les pouvoirs publics et les bonnes volontés, appelées à voler à leur secours pour améliorer un quotidien déjà bien terne. Si ça m'avait blessé là, c'était un autre cas. Aujourd'hui, je ne peux plus rien faire. Je suis handicapée à vie. Oh, vraiment, je demande de l'aide à la première dame, à la ministre de la Solidarité et au ministre de l'Emploi. Vraiment, aidez-moi. J'ai besoin d'aide, même mieux, c'est arrêté là. Je n'ai même pas pour dire que moi, s'il y avait quelqu'un pour me soutenir, côté parents, il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire a enregistré l'an dernier en moyenne 7000 accidents du travail. Plusieurs autres cas, survenus dans des unités industrielles accidentogènes, ne sont pas portés à la CNPS, ce qui ne permet pas à l'institution de protection sociale de leur porter l'assistance attendue. D'où la galère dans l'anonymat et le silence, après des années de dur et loyaux labeur. Il faut tout mettre en œuvre pour prévenir les accidents, qu'ils interviennent dans le cadre professionnel ou sur nos routes. De nombreux accidents de la circulation, justement, ont été constatés ces dernières semaines sur les routes ivoiriennes. Si la Côte d'Ivoire était sur la bonne voie pour réduire considérablement le nombre de victimes d'incivisme routier, la recrudescence des accidents, malgré l'adoption de plusieurs mesures dont la vidéo-verbalisation inquiète. Comment comprendre cette hausse du nombre d'accidents de la route ces derniers jours? Comment les prévenir? C'est un sujet de Nadia Eidja et Eric Kimou. Depuis quelques semaines, il est constaté une recrudescence des accidents graves de la circulation. Le samedi 20 avril 2024, c'était à Kounfao avec 13 tués et 9 blessés. Et ce samedi 27 avril 2024, c'est encore à Abangourou et à Abidjan sur l'axe Adjamé-Yopougon que nous enregistrons d'autres graves accidents de la route, occasionnant au total 2 tués et 13 blessés. Des accidents à répétition, malgré les efforts du gouvernement pour limiter les dégâts. Au nombre des mesures révolutionnaires, la vidéo-verbalisation, si l'application effective de cette technologie a contribué à freiner l'incivisme à ses débuts, aujourd'hui, les vieux démons ont repris le contrôle chez la plupart des automobilistes. La plupart de ces personnes-là ne respectent pas le feu tricolore. Quand le feu rouge, ils ne s'arrêtent pas, ils passent. Et ça entraîne beaucoup d'accidents à ce niveau. Quand le passage pour piétons, par exemple, ce n'est pas respecté. Et les piétons aussi, quelquefois, bon, quand le feu est vert, essaient aussi des fois de passer. Ça pose aussi des problèmes. Quand ils ont commencé à envoyer ça, c'était compliqué. Donc quand il y a un feu, chacun était sur ses pas. Mais après, on a vu que ça ne va nulle part. Donc là, chacun vit, ça fait les trucs. Par exemple, pour laquelle les bacas, les voitures, boîtes d'allumettes, là, les petites voitures, là, eux-mêmes nous fatiguent. Voilà. Il y a nos frères aussi, livreurs aussi, là. Ah, eux ne jouent pas le feu. Hein. Voilà, eux, c'est à loin, ça. À en croire le directeur général de Kipux Afrique, la plupart des accidents de la route sont causés par les excès de vitesse. Aujourd'hui, la principale cause des accidents en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, c'est l'excès de vitesse. Donc, il faut amener les conducteurs routiers, les propriétaires de véhicules, l'ensemble des usagers de la route à réduire considérablement la vitesse lorsqu'ils sont soit en milieu urbain ou en déplacement sur les axes interurbains. Le choix du gouvernement de mettre en place la vidéo-verbalisation peut permettre effectivement
de changer le comportement. La vidéo-verbalisation se déploie progressivement sur les axes de l'intérieur du pays. Ça a commencé notamment sur l'axe Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké, sur l'axe Abidjan-Noé. Ce n'est pas encore sur l'ensemble du territoire national et c'est en cours. Ce travail-là est en train d'être fait. Un travail en amélioration constante qui a permis à ce jour d'invalider 229 permis de conduire. 201 conducteurs ont perdu entre 8 et 11 points et 8207 se sont vus retirer entre 2 et 7 points. Du côté des usagers de la route, les propositions pour réduire l'incivisme routier et prévenir les accidents de la route sont nombreux. Il faut un minimum de conscience citoyenne. Bon, déjà, la personne même s'en fout de ce qu'on appelle vidéo-verbalisation. Donc, c'est tout comme tant qu'il faut payer, elle va payer pour avancer. Mais je pense qu'il faut durcir les mesures. Faire payer les sanctions, même si vous mettez à 100 000, il y en a qui vont tout faire pour payer les 100 000. Mais est-ce que le problème sera résolu? Il faut qu'à la base, au sein des familles, cette éducation soit faite. Revoir les amendes à la hausse et afficher plus de fermeté pourrait contribuer à dissuader les fauteurs de troubles sur la route, quand on sait que la Côte d'Ivoire compte parmi les plus faibles montants pour ses amendes aux infractions routières. Et on s'intéresse à cette affaire que certains considèrent comme un accident d'investissement. Vous vous souvenez certainement ou avez entendu parler de cette affaire qui continue de faire grand bruit, celle concernant des souscripteurs qui réclament le paiement de leurs intérêts suite à leur souscription aux produits de l'entreprise de VTC KDS. À ce jour, les souscripteurs sont toujours en attente du paiement de leurs fonds investis. Plus d'un an après, la mesure de suspension des souscriptions suite à des audits du Trésor public, ceux qui ont investi de fortes sommes, souvent puisées dans le patrimoine familial, ne savent plus à quel sein se vouer. Dernière évolution du dossier, la présentation d'un moratoire, loin de contenter les partenaires aux offres de l'opérateur, lesquels donnent de la voix dans ce sujet. De Thiemé Dandjé et Chèque Bleu. 15 mai 2023. Au terme d'audits commandités par le Trésor public, les souscriptions des opérateurs de véhicules de transport avec chauffeur, dont Sotoc, KDS, Ara Transport, étaient suspendues. Depuis lors, c'est la croix et la bannière pour les souscripteurs aux offres des 10 opérateurs. Après des étudiants, d'autres font entendre leur voix. Parmi eux, cette opératrice économique, par ailleurs membre de la Fédération des souscripteurs de KDS, toujours en attente de leurs avoirs. Elle dit avoir embarqué dans cette aventure toute sa famille et peine jusqu'à présent à entrer dans ses fonds. L'idée de souscrire à KDS arrive lorsque on voit placardé partout à Abidjan un business qui se veut juteux et tout le monde a envie d'avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins et tout ça. Donc on souscrit comme tout le monde. On s'est dit que c'est quelque chose de fiable, qu'il ne pourrait pas avoir d'arnaque ou bien de piège dedans. Donc on allait souscrire massivement. 2022 pour certaines personnes, 2023 pour nous autres. Les remboursements, selon la trésorière de la Fédération des souscripteurs non encore désintéressés, butent sur la volonté de leurs partenaires de se conformer à ces engagements, à savoir le paiement du retour sur investissement. C'est plutôt un moratoire arrêté uniquement par KDS, portant remboursement uniquement des montants investis, qui leur est imposé, et par tranche, de quoi les irriter. Il a une base de données de paiement qu'on ne maîtrise pas. Il peut dire aujourd'hui, il n'y a pas de paiement. Et des gens vont venir, ils les payent. On lui dit d'arrêter de faire ces genres de paiements-là, de faire en sorte qu'il y ait toujours de l'argent pour faire une liste. Même si c'est 30 personnes par jour, on publie cette liste-là, les gens se font payer régulièrement, on sait que tu fais des paiements. Et tu viens, quand quelqu'un à qui tu dois 4 millions vient à toi pour un règlement et puis tu lui donnes 500 000, tu n'as rien fait. Du côté de l'opérateur mis en cause, la Direction générale réfute cette version. On est dans une crise. La crise est advenue dans la mesure où tout le monde a résilié. Et nous avons établi un chronogramme de remboursement de toutes ces personnes qui ont résilié ou ces résiliataires-là. Chose que balaie du revers de la main certaines personnes parce qu'ayant résilié, ils veulent un coup ou immédiatement ou intégralement l'argent. Bon, la trésorerie, on leur fait savoir que ça ne peut pas. Le chronogramme de remboursement qu'on a établi s'étend sur 1 an au lieu que ça aille sur 3 ans.
dans la mesure où les recettes aujourd'hui qu'on a étaient destinées à payer que les RSI de façon optimale. Bon, c'est les mêmes recettes-là qui doivent encore servir à rembourser la totalité du nombre. 96%, il y aurait pratiquement 200 personnes qui n'ont pas résilié. Tout le monde a résilié, mais tout le monde veut en même temps prendre son argent. Les gens, c'est d'être un peu indulgent et d'être patient. Nous travaillons au quotidien pour que chacun rentre en possession de son argent. En attendant, l'affaire KDS continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et on termine en politique. La place CP1 de Yopougon a accueilli hier un meeting de remobilisation des jeunes vivant à Yopougon, une initiative de l'Union des jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, UJRHDP, qui vise à mettre en mission cette tranche de la population pour la victoire au premier tour du candidat de leur parti. Les précisions de Nadia Eja et Eric Kimon. Forte mobilisation de la jeunesse du RHDP de la commune de Yopougon ce dimanche 28 avril. Malgré le soleil ardent, ces jeunes sont venus massivement témoigner leur soutien indéfectible aux candidats du RHDP pour les échéances présidentielles à venir. Cette cérémonie qui a drainé des milliers de personnes marque le début d'une tournée qui va sillonner tous les coins du pays. Ce grand meeting répond évidemment à cette stratégie de mobilisation. Il s'agira pour nous de parcourir tout le pays. Et aujourd'hui, sur la place CP1, il était question pour nous de donner le top départ. Et après cela, chaque week-end, nous serons à travers le pays, que ce soit les 13 communes d'Abidjan et les 31 régions. Et nous allons parcourir tout le pays et faire l'apothéose le 26 octobre de cette année 2024. À l'effet quand même de mobiliser tous les jeunes de notre parti au stade Félix Houphouët-Boigny pour garantir la victoire à notre candidat aux élections 2025, dès le premier tour. Attaché à la réussite de la mission que s'est assignée l'UJRHDP, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, qui représentait à cette activité le directoire du parti, a réitéré l'appui de sa formation politique à cette initiative. Nous sommes à 18 mois d'élection présidentielle. La politique, c'est d'abord le terrain. La politique, c'est l'animation. Et nous nous réjouissons qu'après l'élection des présidents des jeunes, et après différentes activités de séminaires, les jeunes soient passés maintenant à l'occupation du terrain. La direction du parti sera à leur côté pour l'atteinte des différents objectifs qui sont assignés. Ils l'ont dit eux-mêmes, à l'occasion de la prochaine révision de la liste électorale, ils comptent mobiliser 1 million de nouveaux jeunes sur la liste électorale. Et donc cela ne peut que rentrer en cohérence avec les objectifs que la direction s'assigne. Le lancement de cette tournée s'est fait autour du thème « La jeunesse engagée pour la victoire du RHDP en 2025 ». L'apothéose est prévue pour le 26 octobre 2024. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction qui sera suivi dans quelques instants par Focus Fait divers qui s'intéresse à une date fatidique. Vendredi 14 juillet 2023, dans le village de Dopodon, département de Grand Laou, le corps sans vie d'un septuagénaire est découvert dans un bas-fond, mort naturelle ou meurtre. La question est sur toutes les lèvres. Une question évoquée, décortiquée, décryptée dans Focus Fait divers ce soir. Après Focus Fait divers, ce lundi dans NCI Sport, depuis l'Allemagne, Odilon Kosonou va vous raconter sa magnifique saison. Formateur de Kylian Mbappé, Souleymane Cissé, aussi le président fondateur du Racing Club d'Abidjan qui joue la D1. La formation, sa vision du football, il les livre dans l'entretien de NCI Sport. Le FC San Pedro se rapproche du titre. Ça se complique pour l'Asie d'Abengourou d'autre part. Le point complet de la 24e journée de Ligue 1. Ils ont hissé le drapeau de la Côte d'Ivoire en karaté, l'édifiante histoire de Laté et Meïté dans le doc. Et évidemment, comment ne pas évoquer la défaite de l'Africa Sport d'Abidjan face au RFC d'Aboisseau. Ce soir en Ligue 2, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.